Bienvenue mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Yanis Xenarios, je fais partie de Health 2030 Genome Center qui se situe à Genève. Et mon titre est La médecine génomique pour faire avancer la recherche et améliorer la santé humaine. Cette session est sur maintenant qu'on a des données, qu'est-ce qu'on en fait. J'espère qu'à la fin de cette présentation, je pourrai vous montrer à la fois ce qu'on en fait, mais aussi l'impact potentiel qu'il a sur la santé, la recherche clinique et la recherche fondamentale. Le but du centre du génome à Genève est d'être un centre national et international dans le domaine de la médecine génomique et d'avancer la recherche et améliorer la santé humaine, ce qui est un but ancien qui est encore plus important en ces temps-ci. Le Health 2030 Project est un projet qui a été démarré par plusieurs institutions, à la fois hospitalières et à la fois universitaires et polytechniques, avec le lead à l'EPFL, mais des partenaires qui sont les HUG, le CHUV, l'Inselspital et les universités telles que Genève, Lausanne, Berne. Ces multi-institutions aident à mettre en place le Health 2030, mais aussi est notre stakeholder dans la poursuite de ce projet. Et c'est un projet qui est l'idée par Manolis Dermitsakis, qui est professeur à l'Université de Genève et généticien, et Jacques Felet, qui le co-dirige, qui est médecin et professeur à l'EPFL. Au niveau opérationnel et au niveau de la mise en place du centre, Keith Harshman est le chef d'opération. Moi-même, je m'occupe de la partie analyse de données et la plateforme d'analyse et d'interprétation. Catherine Mennick aide, et elle s'occupe surtout de la partie des stratégies des données. Et comme on va le voir, les données générées peuvent être réutilisées de diverses manières. Et c'est un rôle critique que le Genome Center a à cœur de mener à bien. Et finalement, Olivier Manzel, qui s'occupe de tout ce qui est partenariat stratégique pour amener le Genome Center dans un écosystème suisse et international. Le but de Health 2030 et donc du Genome Center qui fait partie de cet écosystème, c'est d'avoir une vue relativement holistique de la santé personnalisée et non pas de la maladie quand on entre à l'hôpital, c'est-à-dire de promouvoir des synergies et des efforts entre chacun des domaines qui sont en l'occurrence assez dans des silos les unes à côté des autres. Et l'idée de cette image, c'est de montrer qu'il y a des interconnexions entre des domaines comme le big data, l'épidémiologie digitale, dont on entend beaucoup parler maintenant, la génomique, la biologie des systèmes, la bioinformatique. J'ai highlighté surtout celles qui sont proches de mon activité à l'intérieur de Health 2030, mais bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est les plus importants. Je crois que le fait de pouvoir mettre ensemble tous ces domaines ensemble permet de comprendre mieux la santé et comment on peut l'améliorer, et aussi répondre aux challenges que notre société a au niveau des maladies et autres. Le Genome Center fait partie aussi d'une équation plus large, qui est une équation au niveau national, dans les projets qui ont été dans les domaines des EPF, comme PHRT, ou dans les domaines de la société médicale suisse, qui s'appelle SPHN, pour Swiss Personalized Health Network. Et deux plateformes ont été mises en place, deux centres de compétences, on va dire plutôt, ont été mis en place. Un à Genève, c'est le Genome Center dont je vais vous parler aujourd'hui, et le Proteotype et Proteometabotype à Zurich, qui s'occupe surtout de protéomique et d'autres types de données expérimentales qu'on acquiert sur nos différents individus. Cela fait partie d'une structure beaucoup plus large qui nécessite à la fois des aspects éthiques, à la fois des manières de coordonner les records de patients, c'est-à-dire tout ce qui est Electronic Health Record et autres. Et on est dans un système suisse qui est extrêmement fragmenté, où la compétence est surtout des cantons. Et donc c'est quelque chose qui a un besoin de coordination très forte. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi maintenant ressurgir comme un vrai problème dans un système confédéral, comparé à un système centralisé. Ce problème, malheureusement, il est aussi présent à plein d'autres endroits. Le but de toutes ces plateformes et de ces structures, c'est d'amener un traitement personnalisé aux gens pour être sûr de donner
bon drug à la bonne personne. Ça, c'est le but de tout l'exercice de ces activités. Mais ces deux composantes qui sont des centres de génération de données, que ce soit le Genome Center ou le Proteotype Center, c'est vraiment la clé, la pierre angulaire pour générer des données qui sont difficiles à générer de façon fragmentée au travers de la Suisse et de les centraliser sur ces deux centres financés à la fois par la Confédération et par le domaine des EPF. La mission, ou les missions du Genome Center, c'est de servir d'autorité en fait dans le domaine de la génomique. Il y a beaucoup de génomique qui se passe au niveau national et international, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la fonction de vraiment aider à mettre en place et d'être sûr que c'est mis de la façon la plus correcte, c'est assez difficile de l'avoir. Donc beaucoup sont des Key Opinion Leaders. Et le but de Genome Center, c'est d'être un endroit, ça ne veut pas dire qu'on aura toute l'expertise et l'autorité ici, mais qu'on amènera à l'intérieur, et je vous montrerai comment, les autorités nécessaires pour qu'on soit au top of the pop, comme on dit dans le jargon, de la génomique, de la médecine génomique. C'est aussi d'être un endroit où les innovations, les technologies qui sont développées par les partenaires, ça peut être les partenaires qui fondent actuellement AS 2030, mais ça peut être aussi d'autres, pour les amener à être utilisés plus largement par la communauté. Un des aspects qui est non négligeable, c'est pour ça que je suis ici pour présenter cette présentation, c'est qu'il y a tout un aspect de management de données à large échelle qui est assez critique, et à large échelle, pas seulement pour la manière dont on va maintenir ces données, mais aussi pour les maintenir de façon correcte, éthique, et aussi légalement correcte, pour qu'elles soient utilisées à la fois pour les chercheurs et par les cliniciens. Un autre aspect, c'est d'annoncer nos connaissances. Je pense que la connaissance est un des aspects dont on parle peu. On parle beaucoup de données, mais la connaissance, elle prend du temps à être générée. Et cette partie-là, c'est assez important à la fois pour des diagnostics, pour des thérapeutiques et autres. D'intégrer en fait des synergies entre différentes institutions suisses au travers de la médecine génomique est aussi un des. Et finalement, un des aspects qui est plutôt un aspect éducationnel et d'enseignement aux cliniciens est quand même important parce qu'on voit aussi que la Suisse est quand même pas en avant sur la compréhension de ce que la médecine génomique peut amener, en quoi elle peut être transformative pour à la différence de pays comme l'Angleterre, l'Estonie ou les pays nordiques en l'occurrence, qui ont fait ce choix et cette mise en place depuis quelques années. La Suisse est quand même en retard là-dessus. Le centre en fait est composé de deux core components qui s'appellent le DNA Sequencing Platform et l'autre qui s'occupe de Data Analysis and Interpretation. Elles font partie en fait toute partie d'une équation qui contient en fait à la fois une communauté de chercheurs qui sont des chercheurs à la fois académiques ou cliniques et qui en fait se basent sur ces deux composantes pour faire avancer leur recherche ou leur recherche clinique ou leur recherche diagnostique s'ils sont intéressés dans la partie diagnostique. On pense aussi que c'est beaucoup plus facile de le structurer de cette manière-là afin d'amener les bonnes techniques et les bonnes plateformes à disposition de la communauté, soit des cliniciens, soit des chercheurs. La DNA Sequencing Platform est dirigée par Keith Harshman, qui est en fait le responsable et opérationnel du Genome Center. Et à l'intérieur, comme dans beaucoup d'autres centres, on a fait le choix de prendre des technologies de séquençage à haut débit, de robotiser au maximum avec des machines, et de faire aussi que les technologies puissent nous permettre de générer des données à grande quantité. La deuxième plateforme, c'est une plateforme d'analyse, d'interprétation, qui elle sert à analyser, à transformer les données et à les amener pour qu'elles soient interprétables par les partenaires. Transformer les données, c'est donner des méthodes analytiques et amener en fait ces méthodes analytiques de telle manière à ce qu'elles permettent d'étudier ça de façon clinique. Le but fondamental, c'est de pouvoir amener justement cette force d'interprétation, soit d'un point de vue rapidité,
avoir les résultats rapidement, soit d'un point de vue compréhension, et là c'est de pouvoir aller très, très deep dans la compréhension d'une maladie ou d'un type de données. Un des aspects qui est assez clair dans le domaine, c'est que la quantité de données générées maintenant est juste impressionnante parce que, et ça je l'ai pris du centre de Sanger, qui est un des centres qui ont séquencé les premiers génomes humains, où on voit en fait le temps nécessaire actuellement pour produire un pétabyte, donc en l'occurrence un pétabase de données. Le premier pétabyte a pris environ 7500 jours, et on est actuellement dans une phase vraiment exponentielle où grosso modo en 35 jours, un nouveau pétabyte de données est généré. Le Sanger Center est un centre de renommée internationale qui tourne depuis bien un long moment, donc ça veut dire qu'ils ont aussi les moyens et les ressources pour faire ça. On est bien entendu dans le Genome Center, pas à ce stade-là, mais c'est juste la préparation de se retrouver dans une situation comme celle-ci, sachant que la quantité de données n'est pas quelque chose qu'on arrive à réduire de façon majeure et qui tendent à croître de façon exponentielle. Un des aspects qui est assez important, c'est qu'on peut avoir beaucoup de données, et mon ancien directeur de postdoc quand j'étais à UCLA disait avalanche of data with flakes of knowledge dans un papier dans Nature en 99. Je pense qu'on n'a pas beaucoup changé de ce côté-là, on a beaucoup de données qui nous arrivent sur la tête et on essaye en fait le mieux possible de les transformer en connaissances. En étant à moitié grec et à moitié valaisan, j'ai toujours à l'esprit l'image de Sisyphe qui poussait son rocher vers le haut de la montagne et qui inlassablement poussait le même rocher. Dans notre cas, même si on séquence le même génome d'un individu, où on est peut-être 99,9% identique, on découvre plein de choses qui sont uniques à cette personne. Et ça-ci est quelque chose d'intéressant, de très compliqué, parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est fini dans son temps, même si la taille d'un génome humain est relativement finie. C'est 6 milliards de nucléotides. Donc ceci, c'est quelque chose qui est assez intriguant pour quelqu'un qui est un scientifique, de pouvoir transformer en fait ces données en connaissances, pouvoir ramener les mêmes données. Ça, c'est quelque chose d'assez important, et c'est pour ça que le Genome Center peut jouer un rôle, et jouera un rôle très important là-dedans, de réanalyser des données à moyen, long ou court terme, suivant les types de questions qu'on pose. C'est un peu comme si on peignait le rocher un peu de différentes couleurs, suivant si on fait de la recherche sur le cancer, sur les maladies rares ou autres. Les analyses, elles prennent différents types de formes, elles sont relativement complexes, voire très simples. Le problème qu'on a, c'est qu'ici, il n'y a pas un one size fits all, c'est pas une seule type d'analyse ou un seul type d'analyse qui va nous permettre de répondre à la question. Certaines fois, c'est un mélange de méthodes. Ça peut utiliser des méthodes de machine learning, ça peut utiliser des méthodes d'artificial intelligence. On voit apparaître de plus en plus de ces méthodes-là. Il faut aussi toujours les comparer par rapport à des choses qui sont standards, qu'on utilise depuis la nuit des temps, on dira en bioinformatique. Mais ce que cette image représente, c'est surtout qu'il y a une diversité de manières d'étudier les données, que ce soit en clustering pour regarder quel type de patients ont certains types de features, ça c'est sur la gauche. D'un point de vue génétique, pour regarder des blocs de régions qui sont différentes, en bleu et en rouge. De regarder le nombre d'expressions ou de positions qui sont importantes pour l'expression de gènes, ça c'est les IQTL, qui sont un domaine en vrai développement massif dans la médecine génomique, et aussi de pouvoir comprendre quelle est la structure de la population quand on étudie une population aussi mélangée que la population suisse, qui contient vraiment beaucoup de génétique différente. Maintenant que je vous ai donné en fait ces exemples à la fois sur la structure, j'aimerais passer sur quelques vignettes pour vous montrer comment on intègre, on essaye d'amener à l'intérieur de nos environnements des technologies. Ici, un des aspects qui est quand même assez important, c'est que de séquencer un génome humain, ça coûte encore relativement cher. Alors il faut faire toujours attention au prix, parce que on pense que c'est bon marché, ça coûte certaines fois juste, ça dépend de comment la personne calcule ce coût. Et fondamentalement ici, toute méthode qui permettrait de réduire le coût et avoir la même puissance
pour détecter des variations, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse dans la génétique des populations, est une bonne méthode. Et le groupe d'Olivier Delano, qui est professeur au département de biologie computationnelle à l'Université de Lausanne, a développé une technologie qui s'appelle GLIMPS, qui permet en fait de faire des séquençages de génomes avec une couverture très faible, c'est-à-dire qu'on ne visite pas souvent la même position sur le génome, et qui permettent en fait, grâce à des outils computationnels, d'outperformer et d'être meilleurs que des technologies qu'on utilisait pour des études génétiques, qui s'appellent des SNP chips ou des SNP arrays. Et qui en fait nous montre qu'en utilisant des bons outils computationnels, on peut amener une technologie à être beaucoup plus précise et identifier des variants ou des variations dans le génome humain qui sont très très rares. Ça, c'est un exemple de technologie qu'on espère implémenter à l'intérieur du Genome Center, ce qui veut dire que quand on veut faire des études populationnelles sur 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, plutôt que de payer quelques millions, on payerait peut-être plutôt des centaines de milliers de francs. Donc ces logs de réduction, c'est quelque chose qui permet aussi d'amener ces technologies à l'intérieur. Le deuxième exemple que je voudrais vous montrer, c'est le multi-omics chez les nouveau-nés, qui est un projet qui a été lancé à la fois à l'intérieur des projets PHRT par le professeur Baumgartner, qui est au Kinderspital à Zurich, et qui travaille depuis de nombreuses années sur le méthylmalonique aciduréa, qui est une maladie rare. Le but de ce projet, c'est d'identifier à la fois au travers du séquençage du génome complet, des molécules d'RNA et de la protéomique, les candidats qui sont impliqués dans la maladie. Ce qu'on a créé comme connaissance grâce à ce projet, je ne vais pas vous montrer de graphes là-dessus, c'est on a diagnostiqué de façon plus grande ces nouveau-nés avec ces maladies. On a pu aussi comprendre un peu plus le mécanisme enzymatique et on a pu en plus intégrer ces données dans un environnement multi-omics. Un autre exemple, c'est un exemple concernant les néo-antigènes, qui est en fait un domaine sur lequel le professeur Georges Koukos et Michal Bassin-Lichtenberg à l'Institut Ludwig et au CHUV travaillent depuis longtemps, et qui utilisent en fait comme base le séquençage de l'individu, à la fois son sang, mais aussi la tumeur. Dans les idées de protéogénomique, qui en fait c'est le mélange de la protéomique avec la génomique, ce qu'on essaye d'identifier, c'est des nouveaux types d'antigènes que la tumeur présente, et en utilisant ces néo-antigènes spécifiques à la tumeur, ce qu'on espère, c'est d'induire en fait une réponse immunitaire, et que les lymphocytes T qui sont ainsi produits puissent aller tuer en fait la tumeur de façon très spécifique. Et en identifiant ces variations génétiques qu'on trouve dans la tumeur, en faisant ce cercle qui va de l'échantillon jusqu'à le traitement d'immunothérapie personnalisée. Le but, c'est de pouvoir justement traiter le patient de façon plus adéquate avec les propres informations que sa tumeur a. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que on voit qu'il n'y a pas un seul type de cancer, on a presque un cancer personnalisé. Ce qui pose plein de questions, mais qui est aussi une manière de pouvoir amener la bonne thérapie auprès du patient. Ce travail-là, il est fait grâce au Ludwig, au CHU et à l'Université de Lausanne. Et le Genome Center sert d'environnement pour produire en fait ces données de génomique, à la fois du patient, de la tumeur du patient et du sang du patient pour vérifier que ce sont celles qui sont vraiment présentes dans la tumeur. Un dernier aspect qui est quelque chose qu'on a commencé à faire surtout en partie en réponse à la maladie du Covid-19 et à la nécessité de caractériser l'hôte ainsi que les pathogènes possibles chez un patient. C'est une méthode qui a été développée par le professeur Bart Desplanques à l'EPFL, qui s'appelle BRBSEC, qui permet en fait de faire des dizaines de milliers de QPCR. Enfin, les QPCR sont des méthodes qui sont utilisées pour mesurer un élément spécifique, par exemple dans le SARS-CoV-2, un élément spécifique de ce virus.
Euh, En utilisant le séquençage à haut débit, on peut faire des milliers de tests en même temps, des dizaines de milliers de tests, avec l'espoir que la sensibilité soit similaire au qPCR. Et l'avantage de ces technologies aussi, c'est qu'on séquence l'information et elle ne compte pas en fait le nombre de molécules sans savoir vraiment ce qu'on a amplifié. Ça, c'est quelque chose d'assez important, ce que le NGS permet de faire, le High Throughput Sequencing permet de faire. C'est une technique qui est vraiment faite pour pouvoir multiplexer un maximum d'échantillons. On peut imaginer que ça peut être utilisé dans des écoles ou dans des compagnies euh, par son aspect multiplexing. On est vraiment tout au début et on est encore en train d'évaluer ces technologies, mais ça c'est typiquement une technologie qui est développée dans un environnement académique qui ensuite vient s'implémenter dans un environnement comme le Genome Center pour le mettre plutôt en production et de tester à large échelle et vraiment pouvoir évaluer ça. Avec tous ces exemples, ce que j'espère vous avoir amené, c'est que le centre du génome Health 2030, c'est un environnement qui est là pour aider à structurer, à accélérer et à supporter l'innovation des différents partenaires, des institutions partenaires, à la fois d'aider les cliniciens et les chercheurs en médecine génomique. Et la seule chose qui est le plus important, à ma vue, c'est qu'il faut qu'on trouve à transformer ces données en une compréhension, une connaissance clinique et de recherche. Merci et à bientôt.